c'est clairement une des sagas jeunesse les plus grinçantes de ces dernières années. C'est un univers tellement gothique que t'as envie de te tartiner les yeux de crayon noir. Mais gothique à la Tim Burton, tu vois, où la mort c'est un peu plus une fête qu'une tragédie. C'est un récit qui va te donner envie d'avoir une peluche toute moche et sadique, de dépouiller des cadavres, d'être hautaine et de côtoyer des morts, mais un petit peu vivants quand même. On va revenir sur les origines de cette œuvre et tenter de comprendre pourquoi son humour noir a plu à tant d'entre nous, tout en donnant comme d'habitude mon avis complètement subjectif sur chaque tome de cette saga. J'ai fini la saga des Sœurs Carmine. Viens, on en parle. La vie était courte à Grisaille, on tuait les semaines en attendant qu'elle ne vous tue. Les nécrophilosophes avaient hélas raison. La mort, ça vous changeait vraiment quelqu'un. Le trône lui convenait parfaitement. Malheureusement, il avait aussi un cœur. C'est nettement moins utile quand on cherche à faire de la politique. Et puis les maris, c'est comme les chatons. Ils paraissent mignons au début, mais ils grossissent, réclament de plus en plus d'attention et risquent même de vous faire des petits. Vous finissez par ne plus avoir qu'une idée en tête, noyer tout le monde. D'aucuns diraient qu'il a l'air intelligent, mais c'est un compliment que l'on réserve aux gens moches, soyons honnêtes. La vieille directrice n'en prit pas ombrage, néanmoins, on disait sur ses traits la résignation fatiguée des personnes qui ont côtoyé beaucoup trop d'enfants dans leur vie, sans jamais pouvoir les étrangler. Monsieur Nix disait que rien ne valait la vérité nue, mais Tristabel affirmait qu'il valait mieux l'habiller de beaux mensonges ou la couvrir de silence pour éviter qu'elle ne prenne froid. Salut toi! Imagine, tu t'appelles Mériver, et en plus d'avoir un prénom qui ressemble à un nom de médicament, tu es une monte en l'air. Et non, 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 petit coquinou, je te vois venir. Ça ne veut absolument pas dire que tu t'envoies régulièrement en l'air. Quoique, si, en fait, littéralement ça veut dire ça, mais pas de la manière à laquelle tu penses, je te vois. Puisqu'il s'agit tout simplement de... En gros, t'es une cambrioleuse qui se déplace sur les toits. Et lors de ta dernière mission de cambriolage, alors que t'as absolument rien demandé, un mec vient s'écraser à tes pieds là, juste devant toi. Le mec est complètement décédé. Et toi, t'es une cambrioleuse, on l'a dit, tu vois, tu récupères des butins. Et là, il se trouve que ce mec-là, il te laisse comme butin une petite cuillère. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, c'est utile une petite cuillère après tout, donc du coup tu la prends. Il se trouve que j'ai oublié un petit détail, c'est que tu ne vis pas tout à fait dans notre monde à nous, enfin il me semble. Si j'ai tort et qu'une ville avec des morts pas tout à fait morts existe dans la vraie vie, tu vois, dis-le-moi en commentaire. J'aimerais bien la visiter, moi ça m'intéresse. Mais toi tu vis à Grisaille, qui en plus d'avoir un nom qui ne donne pas très envie d'habiter là-bas, tu vois, parce que moi j'aime le soleil. Grisaille ça me donne pas, enfin tu vois, ça me donne pas spécialement envie. Est une charmante ville victorienne, brumeuse, dans laquelle les assassins en tout genre sont aussi courants et aussi acceptables que de s'hydrater régulièrement. Je crois que je vois beaucoup trop de similitudes avec ma ville d'origine. Mais au moins là d'où je viens, il y a du soleil. Et c'est bien le soleil, on aime bien. Ce qui est également très banal dans cette ville, c'est d'y côtoyer diverses créatures fantastiques, surnaturelles, tout ce que tu veux, voire même d'y posséder son propre zombie domestique. Ça aide pour le ménage, les courses, enfin voilà, c'est assez pratique. Je précise que je parle de Grisaille là, je parle pas de mon pays d'origine. Il y a aussi des bails avec des zombies en Haïti, donc peut-être que je parle des deux, j'en sais rien. Et dans cette ville, ma foi, très charmante, tu dois subvenir aux besoins de tes deux sœurs. Car tu n'as plus de parents. Et que t'as beau être la cadette, ta grande sœur ne pense qu'à son nombril, elle s'en fiche royalement, tu vois, de la situation familiale. Et ta petite sœur a genre 8 ans et elle est déjà bien assez occupée avec sa peluche qui passe sa journée à lui conseiller de tuer des gens. Dont toi et ton autre sœur d'ailleurs. Pas dit en passant. Eh bien, cette histoire, en fait, j'ai menti, c'est pas à toi qu'elle arrive. Mais c'est le point de départ de la saga des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Halls et dans la collection Naos des éditions Memnos. Dans la collection Naos, on va revenir sur cette œuvre. Sans spoil, ne t'inquiète pas. Comme tu l'auras compris, on va parler de cadavres, de relations familiales, de peluches sadiques, de cours royales et de complots. En 1985, quel jour exactement? Je sais pas, je vais pas trouver. Ariel, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux me dire ta date de naissance exacte, s'il te plaît? Pour que ma vidéo soit plus complète. En 1985, Ariel Halls voit le jour quelque part en France. Pareil, je ne sais pas. Quelque part. Diplômé en production audiovisuelle, comme moi aussi je suis diplômée en production audiovisuelle, et en communication, pas comme moi. Il débute sa vie professionnelle en travaillant dans le jeu vidéo et le cinéma. Puis, il décide de changer de voie pour se consacrer à l'écriture. Comme moi encore, on a plein de points communs. Sa première publication est une nouvelle publiée dans l'anthologie Un tremplin pour l'utopie, à laquelle fera suite son premier roman, qui est, du coup, justement, le truc dont on parle, c'est-à-dire le premier tome des Sœurs Carmine, qu'il écrit alors qu'il habite en Irlande, et que de sa fenêtre, il a vu sur les toits et sur la grisaille ambiante. Coïncidence?
Je ne pense pas. Ce qu'on peut remarquer dans ses différents écrits, c'est qu'il a toujours cette volonté de, tu sais, de croiser les gens et de mélanger toutes ses sources d'inspiration, qui sont, oh, surprise, Tim Burton, Terry Pratchett, Neil Gaiman, Stephen King, Lovecraft, Jane Austen, Émile Zola, enfin il en a plein des inspirations en fait, je vais pas te... Enfin ça sert à rien que je te les cite toutes, tu vois, il en a plein et puis en plus ça se voit quand tu lis ses livres. À ce jour, depuis qu'il a écrit la saga des Sœurs Carmine, du coup c'était il y a 8 ans, un truc comme ça, mais il a écrit moult œuvres, surtout pour la jeunesse, mais pas que. Je te mets en image les différentes œuvres qu'il a écrites, voilà, je te les balance comme ça tu peux aller regarder par toi-même s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et dernier fun fact, selon ses propres dires, il apprécie les villes grises et les idées noires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vit actuellement à Marseille. Enfin je crois, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il vivait à Marseille. J'ai vécu à Marseille, enfin pas tout à fait à Marseille, mais juste à côté de Marseille. C'est pas la ville la plus grise de France. Hein. J'ai aussi vécu en Bretagne, c'est plus gris de ce côté-là, hein, vraiment. Moi j'ai tendance à construire mes univers un peu comme des vivariums. Donc une approche un peu holistique du monde. Donc j'utilise un process qu'on appelle la Bible qu'on utilise beaucoup en audiovisuel. Donc c'est vraiment un document de travail qui va me permettre, que je vais façonner de A à Z, qui est un peu comme une encyclopédie de mon univers imaginaire, et qui va me permettre ensuite, en le créant depuis les racines jusqu'à l'intrigue qui va se dérouler dedans, de jamais avoir d'incohérence, je pense. J'aime que mes univers soient cohérents et logiques, même dans l'imaginaire total, alors qu'il y ait de la magie, des dragons, des robots, des mutants. Je veux que, c'est vraiment ce qui m'intéresse, la verisimilitude, l'apparence de la vérité, ou moins de la réalité. Les Sœurs Carmine, le complot des corbeaux, est sorti en 2017 en France, dans la collection Naos des éditions Memnos. J'ai aimé. C'est un livre jeunesse, mais qui est tout aussi agréable à lire, que tu sois au collège ou que tu sois une adulte depuis un petit moment déjà. C'est drôle, l'humour noir fonctionne extrêmement bien. On retrouve du Burton, du Pratchett, du King, enfin voilà, on retrouve vraiment ses sources d'inspiration dans ce livre-là, et c'est agréable parce que c'est pas quand même du copier-coller, tu vois, c'est pas il a pris le truc, il a copié, non, c'est pas ça. C'est vraiment, il s'est approprié ses sources d'inspiration, ça marche très très bien. L'intrigue de ce tome-là, en tout cas, est vraiment pourtant pas dingue, tu vois. Elle n'a rien de spécialement marquant, rien de spécialement incroyable. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant dans le sens où c'est un livre jeunesse. Alors attention, je dis pas que quand tu fais un livre pour la jeunesse, il faut que tu simplifies tout et que du coup ce soit pas complexe du tout. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que du coup, en fait, il y a plein de complexité ailleurs que dans l'intrigue. Et mettre également une complexité dans l'intrigue, pour moi, ça aurait peut-être été lourd pour du jeunesse. Mais à mon sens, c'est quand même une sorte de satire sociale pour les enfants. Et est-ce qu'on aime les satires sociales? Carrément. Ici, on parle de complot, de meurtre, de précarité, de moralité et de complot. Et en vrai, on parle de plein de trucs, mais globalement, le plus prégnant, ça va être ça. Le côté surnaturel de la chose, parce que comme je l'ai dit, c'est une ville avec plein de trucs surnaturels, tu vois, il y a des vampires, ce genre de trucs. Le côté surnaturel de la chose est très agréable, surtout très très cohérent, assez intriguant aussi, parce que de temps en temps, on te prend des créatures que tu connais déjà, mais on en fait autre chose. La plume de l'auteur est formidable. Oui, je ne pèse pas mes mots, elle est formidable. Chaque mot est choisi avec soin, je pense qu'il a pris des heures pour retravailler chaque formulation, chaque mot, et ça mêle autant jeu de mots hilarant, poésie et dénonciation politique. J'ai adoré tout particulièrement dans ce tome-là le journal de Dolorine, qui est la plus jeune des Sœurs Carmine, dont on parlera plus tard. Mais je tiens à préciser que c'est tout particulièrement en lisant ces passages-là que mes fous rires sont venus. En fait, si tu veux, dans son journal, il y a plein de mots qu'elle ne comprend pas et que du coup elle l'interprète à sa manière. C'est très drôle. Les personnages, en tout cas presque toutes, parce que Mary, du coup qu'on suit dans ce tome-là un petit peu moins, mais globalement c'est quand même des anti-héroïnes. D'ailleurs, si on parle de Mary, c'est peut-être le personnage qui m'a le moins plu, parce que si tu veux, c'est le personnage le plus normal, si on peut dire ça comme ça, tu vois, par rapport à ses deux sœurs, où elle a un caractère beaucoup plus classique. Mais c'est très bien de commencer sur un tome sur ce personnage-là. Ça aurait peut-être été très étrange de commencer avec Tristabel par exemple. Et comme on a quand même le journal de Dolorine qui est quand même très présent, ça permet
permet quand même de nous mettre malgré tout dans la tête d'une de ses sœurs, qui est un petit peu moins banale, on va dire. En ce qui concerne Mériver tout particulièrement, sa seule vraie caractéristique marquante, si on veut, c'est qu'elle a vraiment la poisse. Vraiment, c'est une poissarde. Hein. Moi-même, je suis une poissarde. Elle, par rapport à moi, enfin, elle gagne, vraiment, et haut la main. Mais c'est vrai que contrairement à ses deux sœurs, elle a quand même une certaine moralité. Certes, elle cambriole, mais c'est pour subvenir aux besoins de sa famille, tu vois. Il y a quand même une certaine moralité chez Mary. Alors que ses sœurs, elles sont... Comment dire ? Bah disons que la morale, elle s'en fiche royalement. Je suis même pas sûre qu'elles savent ce que c'est, tu vois. Enfin, surtout Tristabel. Et c'est une super transition pour passer au tome 2. Les sœurs Carmine Belle de Gris est sorti en 2017. Comme le premier tome, ça a été super vite, dis donc. Toujours dans la collection Naos des éditions Nemnos. Ici, on suit le point de vue de Tristabel, qui elle aussi a un prénom de merde, et surtout qui est narcissique, sociopathe, scandaleuse, piquante, méprisante, dangereuse et bien habillée. T'as pas très envie d'avoir une amie comme Tristabel. À part si vraiment t'as vraiment des gros problèmes pour t'habiller, parce que pour le coup elle est de très bons conseils niveau mode, même si elle va pas te le dire de façon très sympathique. Dans ce tome-là, tout particulièrement, l'intrigue c'est quoi ? C'est Tristabel qui a décidé qu'elle avait envie d'avoir la plus belle robe pour aller au bal, tel Cendrillon. Mais c'est moins une victime quand même que Cendrillon. De quel bal on parle ? On parle du bal de la reine, parce qu'en fait son but ultime c'est de devenir dame de compagnie de la reine. Alors quand je dis dame de compagnie, oui, effectivement, c'est un petit peu comme un animal de compagnie, c'est tout pareil, sauf que pour le coup tu ne te déplaces pas à quatre pattes et que tu es mieux habillé que la plupart des chiens qui sont nus. Sauf que Tristabel, comme on l'a dit, elle a un caractère assez particulier, c'est une connasse. Voilà, c'est une connasse, hein, disons les mots, et c'est une connasse qui joue avec le cœur des hommes et avec ta confiance en toi. Elle se fait vraiment un réel plaisir, hein, c'est vraiment une joie pour elle de l'écraser, comme ça, voilà, ta confiance elle a rien demandé. Tristabel arrive, elle te l'écrase en deux, tu vas dans ta chambre pleurer. Alors que l'intrigue, dite comme ça, a l'air tout à fait superficielle et un peu nulle, bizarrement j'ai préféré au tome 1. J'ai trouvé en réalité plus complexe que dans le tome 1, alors que c'est Tristabel qui cherche une jolie robe. Est-ce que ça fait de moi une personne superficielle ? Je ne sais pas, à toi de me le dire en commentaire. En vrai, c'est pas ça qui m'attend plus, c'est que il y a je sais pas, il y a plusieurs intrigues quand même qui s'entremêlent, il y a même une histoire toute choupie, toute touchante en plein milieu de tout ça, tu vois, qui pourrait faire couler les larmes des personnes qui ont un cœur, donc pas comme moi. Et globalement, si on parle d'autre chose que de l'intrigue, je préfère ce tome-là au tome précédent, parce que Tristabel, tout simplement. Je préfère Tristabel à Mériver, du coup, je préfère ce tome-là. Même si je vais pas cacher qu'à la fin, le côté excessif de Tristabel m'a un petit peu saoulée et que j'étais quand même bien contente que le livre soit fini parce que je pense que plus de Tristabel, j'aurais fait une overdose, tu vois. Plus, ouais, non. À la fin, j'étais quand même un peu... J'en ai un peu marre, je me sens moi-même attaquée par tes propos, alors que j'ai rien demandé, que je suis même pas dans ton histoire, hein, et je me sens quand même un petit peu... Arrête d'être méchante, s'il te plaît. Mais je l'aime quand même. Le style d'Ariel Halls, bah, c'est toujours formidable. Il s'est adapté au personnage de Tristabel, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas de la même manière dans ce livre-là qu'il a écrit dans le livre sur Mériver, parce qu'il s'est adapté au caractère de Tristabel. Et c'est pour ça que je disais qu'à la fin ça pouvait paraître assez excessif, parce que vraiment tout le long, t'es quand même avec un personnage qui est méprisant, mais à un point. C'est pas évident psychologiquement. Hein. Je connais plein d'enfants eux-mêmes sadiques et méprisants qui se reconnaîtront très bien dans le personnage de Tristabel, et je pense que eux ne se lasseront absolument pas du caractère de la madame. Si, j'ai quand même un petit bémol sur ce livre, c'est qu'on voit moins Dolorine, et que Dolorine elle m'a manqué, parce que je l'aime Dolorine, et on la voit pas beaucoup. Dolorine, tu m'as manqué. Eh bien ça tombe bien, parce que ça fait une super transition avec le tome 3, dans lequel on parle de Dolorine. Dolorine, mon bébé d'amour. Les sœurs Carmine, Dolorine à l'école est sortie en 2018 en France, toujours dans la collection Naos des éditions. Ici, on suit Dolorine, oui, la plus jeune des sœurs Carmine, qui rentre dans un pensionnat, sauf que la petite, qui a pour habitude de parler aux morts, se rend compte très vite qu'elle ne sent la présence d'aucun mort dans ce pensionnat. Et c'est bizarre, parce que vu l'ambiance du pensionnat, il y a eu des morts, et régulièrement, donc c'est bizarre qu'elle ne sente la présence d'aucun d'entre eux. Je crois que c'est mon tome préféré, bien que pourtant bien plus enfantin que les deux autres, je pense à cause de l'âge du protagoniste. Les deux autres, en lisant, je me serais dit tu peux commencer à le lire, allez, CM2 6ème, tu vois. Celui-là, mais presque à partir de 7 ans tu pourrais le lire. Bon, il y a du sadisme, il y a des morts, tout ça,
mais ça va, ça passe. Ce que je pense que j'ai préféré, c'est que je trouve dans ce tome-là, il y a encore plus de trucs complètement what the fuck. Il y a plein de scènes, t'es là... Ok, d'accord. Et tu rigoles, parce que les scènes what the fuck sont très très drôles. J'adore Dolorine et j'adore Nyx. Nyx qui est sa peluche, c'est ça Nyx. Je sais pas si t'arrives à voir. Dolorine est une enfant marginale. D'ailleurs, elle peine à se faire des copinous à l'école, puisque comme elle le dit elle-même, elle se sent beaucoup plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants. Elle est souvent pleine de bonne volonté, et elle veut souvent bien faire, d'après sa propre moralité, qui n'est pas toujours tout à fait la même que la nôtre, mais c'est pas grave parce que de toute façon elle se foire aussi régulièrement dans ce qu'elle veut faire. Et en même temps elle est pas aidée parce que sa peluche Nyx, donc je parlais tout à l'heure, passe son temps à lui conseiller de trucider des gens de façon atroce. Et donc Dolorine elle est pas trop... Enfin tu vois c'est son meilleur ami, tu vois, Nyx c'est son conseiller. Je suis pas sûre qu'il soit de très bons conseils. Mais donc du coup voilà, elle est adorable. Comme j'ai dit plus tôt, elle ne comprend pas notamment les trois quarts des mots que Nyx lui dit parce que Nyx il y va crûment, tu vois, vraiment il est cru. Et donc elle comprend pas la plupart des trucs qu'il lui dit et du coup elle l'interprète à sa façon. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup ce tome, même si je répète ce que j'ai dit pour le tome 1 et c'est vrai aussi dans le tome 2, les intrigues ne sont pas marquantes, les intrigues ne sont pas inoubliables. C'est pas le genre de livre que tu vas refermer et que tu vas repenser même dans un an, tu vois. Mais c'est très agréable. Pour conclure, en donnant un avis global sur la saga, ce que j'ai aimé, la plume d'Ariel Halls, qui est formidable. Les personnages qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de prendre comme modèle. Surtout Tristabel. Nyx. L'humour noir et décalé. La satire sociale. L'ambiance gothique. Et ces différentes créatures qui l'accompagnent. Ce que j'ai pas aimé, les intrigues un petit peu simplistes et surtout peu marquantes et peu inoubliables. Les personnages secondaires qui, par rapport au sort Carmille, font très très fades. Les complots politiques, pas très intéressants à mon goût. Oh, et j'ai oublié de dire qu'il y a des jolis dessins à l'intérieur. Regarde, il y a des jolis dessins. C'est joli, non ? T'as ça un petit peu tout le temps et c'est cool. Ça compense un peu le fait que je trouve les couvertures parfaitement hideuses. Enfin, je sais pas, regarde. Je suis pas très fan, je trouve pas ça beau, moi, personnellement. Oh, ça va, chacun ses goûts, j'ai le droit de pas les trouver belles. Et puis c'est pas très grave, parce qu'en vrai, ça fonctionne quand même très très bien avec l'univers de la saga. Et c'est ce qui compte. Si ça fonctionne, c'est pas grave si c'est moche. On s'en fout. Si tu veux lire une saga jeunesse qui ne prend pas les petits enfants pour des demeurés, si tu aimes les ambiances glauques, les jolies robes et les cadavres, si tu veux te sentir un petit peu gêné lorsque tu exploses de rire alors qu'il est question de faire fondre des gens dans de l'acide, si tu veux passer du temps en compagnie de personnages tellement immoraux que t'auras envie d'acquiser ta propre peluche dès que tu feras de la merde, et oui, même si t'as 30 ans, si tu veux cambrioler en te baladant de toi en toi tel Tarzan, mais pas dans la forêt, devenir la bestie de la reine et avoir des conversations profondes autour d'une tasse de thé avec des fantômes, cette saga est faite pour toi. A contrario, si tu n'aimes pas les livres pour les petits enfants, si tu veux une intrigue dont tu te souviendras jusqu'à ta mort, et si tu détestes les univers gothiques et le surnaturel, passe ton chemin. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji corbeau, peluche, tête de mort, poison, enfin ce que tu veux dans ce genre-là. Tu peux me dire également si tu as déjà lu cette saga, si elle t'a plu ou pas, ou si tu ne l'as pas lu, est-ce que cette vidéo t'a donné envie de la découvrir ou pas. C'est pas grave si c'est pas le cas. Vraiment, je ne t'en veux pas. Sur ce, des bisous.